Merci de choisir la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Voici le sommaire. Le G6 réclame l'implication du président de la République pour la résolution de la crise scolaire. Les syndicats d'enseignants et le gouvernement n'ont pas encore trouvé un accord sur l'indemnité de logement. Grosse crainte des usagers des banques. L'Assemblée nationale vote demain une loi pour la création d'un bureau d'information et de crédit. Les clients voient par là une volonté de leur soutirer encore de l'argent. Dakar de Médina Gounass, les organisateurs peuvent bien rendre grâce à Dieu. Cette année, pas de bilan tragique comparé aux éditions précédentes. Tous les incendies déclarés ont été vite maîtrisés. En politique, la déclaration de Karim Wade, vue par un conseiller spécial du chef de l'État, Abdourahmane Ndiaye, parle d'amalgame et d'ineptie, vous l'entendrez dans ce midi. Élection présidentielle de 2019, Thiès sonne la grande mobilisation. Le camp présidentiel vient de mettre en place la coalition des associations et mouvements pour la réélection de Macky Sall. Cette coalition promet aussi de faire face aux adversaires du pouvoir. Et puis, le 19 mars, c'est aujourd'hui cette date qui marque des moments forts dans la vie politique du Sénégal. Oui, nous parlons du 19 mars 2000, bien sûr, quand il y a eu alternance au Sénégal. Entre-temps, notre pays a-t-il beaucoup changé? Réponse avec quelques citoyens. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. L'opposition ivoirienne dans les rues jeudi prochain pour une marche pacifique. Le Front Ensemble pour la démocratie et la souveraineté met en doute la légitimité de la commission électorale, laquelle est chargée d'organiser les sénatoriales le 24 mars prochain. Traité de libre-échange commercial en Afrique, le Nigeria a décidé de suspendre sa participation. Le président Buhari, qui devait se rendre à Kigali ce lundi pour l'accord, a annulé son déplacement. La réticence du plus grand syndicat du pays explique cette décision de Buhari. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h à 15 minutes. Bonjour, Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Le menu sport, c'est avec vous. Ligue des champions africaine après l'élimination de Génération Football Oroya AC. L'heure est au bilan. Le manque d'expérience, la différence de moyens financiers sont autant d'éléments mis en avant par les spécialistes pour expliquer les échecs des clubs sénégalais en compétition africaine basketball. Nous irons à la découverte de Madjop Ndiaye, le pivot ancien joueur de Saltigué aujourd'hui en France depuis 2-3 ans et présélectionné pour les All-Star Games. Il s'est dit également ouvert pour revenir au Sénégal et porter les couleurs de l'équipe nationale. Abdoulaye Cissé dans ce midi pour la chronique du jour. Meurtre, assassinat, problème de papier, défaut d'assistance consulaire, point de vue sur les difficultés que vivent les Sénégalais de l'extérieur. Le débat du jour, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le G6 poursuit son plan d'action aujourd'hui. Débrayage, c'était à 9h, suivi d'assemblée générale. Et c'est toujours le dialogue de sourds entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. La rencontre de vendredi dernier n'a pas permis de trouver un accord. La question de l'indemnité de logement reste la pomme de discorde. Le gouvernement a fait des efforts en proposant une indemnité de 75 000 francs CFA. Mais les enseignants ont craché sur cette offre. Du côté des syndicalistes, on soutient n'avoir pas fixé de montant plafond. Les enseignants demandent par ailleurs l'implication du chef de l'État pour une solution de sortie de crise. Écoutons à ce propos le secrétaire général du CEM Saourou Sène, membre du G6 avec El Hadj Ndiogou Diène. Je précise qu'aucune organisation syndicale n'a demandé 80 000 francs. Aucune organisation syndicale. Je ne sais pas d'où vous prenez ces chiffres-là, mais ça n'engage que ceux qui donnent cette information-là. Nous n'avons jamais demandé à l'État du Sénégal une indemnité de logement de 80 000. Je veux que c'est très clair. Maintenant, je crois que la situation de la crise recommande que M. le Président de la République puisse rencontrer les organisations et faire des propositions concrètes par rapport au système de rémunération et en attendant l'établissement d'une grille salariale, mais qu'on revienne sur cette question de l'indemnité et regarder et voir ce qui est
vraiment raisonnable et acceptable par les syndicats pour que nous puissions dépasser cette crise-là. Avec ce jusqu'au boutisme, cette règle du tout ou rien, est-ce que vous ne risquez pas de vous mettre à dos les populations? Écoutez, nous avons beaucoup de respect pour les populations et nous sommes même des populations parce que nous sommes parents d'élèves, mais je dis aujourd'hui, il est important de sauver l'école sénégalaise qui depuis des années traverse des crises. Et pour sauver cette école-là, je crois qu'il est nécessaire que les autorités regardent en face cette réalité du malaise enseignant pour apporter les correctifs qu'il faut. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 12h05, vous suivez le grand journal. Crash d'un hélicoptère de l'armée mercredi dernier. Les familles de 4 des 9 victimes ont décidé de procéder à une seule et même cérémonie religieuse d'inhumation. La messe d'enterrement aura lieu le mercredi 21 mars à 15h à l'église Saint-Pierre de Baobab et la levée de corps le même jour à 13h à l'hôpital principal de Dakar. Fini le Dakar de Medina Gounass dans le département de Vélingara. Et au lendemain de cet événement religieux, les sapeurs-pompiers dressent un bilan très différent de ceux des années précédentes. Pour l'édition 2018, un mort a été enregistré. Il y a eu 5 incendies maîtrisés et 10 accidents de la circulation sans grands dégâts. Voici le bilan détaillé dressé par le capitaine Mamdien Ndiaye. Il est le chef du détachement des sapeurs-pompiers édition 2018 du Dakar de Medina Gounass. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Le détachement du Brigade nationale des sapeurs-pompiers a enregistré un bilan déterminé de la manière suivante. Donc, au total, nous avons effectué 108 interventions. Parmi ces 108 interventions, il y a 5 interventions liées aux incendies. Il y a eu également 10 interventions liées aux accidents de la circulation. Et par rapport aux incendies, c'est juste il y a 2 débuts d'incendie qui ont été très vite neutralisés et qui n'étaient même pas dans le Dakar, mais carrément aux extrêmes du Dakar, mais qui ont été très vite décelés et neutralisés, puis éteints. Ensuite, il y a 2 feux de véhicules qui n'étaient même pas dans le Dakar et un feu de maison à Mandadouane. Et du point de vue victime, l'ensemble de ces interventions a occasionné 90 victimes. Et parmi ces victimes, 19 ont été liées aux accidents de la circulation. À ce jour, nous avons juste un seul corps sans vie qui a été découverte sans vie à l'extérieur du Dakar de Medina Gounass. Donc c'est un corps qu'on a trouvé dans la nature, malheureusement sans vie. En plus de cela, nous avons effectué des consultations médicales. Donc 1111 patients ont été consultés. Il y a eu également le ravitaillement en eau auquel nous participons. Donc nous soutenons les services de l'hydraulique par rapport au ravitaillement en eau. Et à ce jour, 3146 mètres cubes d'eau ont été distribués. En marche vers Pâques et dans 10 jours, ce sera le traditionnel Ngalakh. Pour l'instant, le marché du pain de singe est très timide. Les clients sont encore rares. Pourtant, le prix au kilogramme n'a pas varié. C'est 600 francs CFA. Les commerçants ne sont pas vraiment inquiets car ils pensent que la situation pourrait changer dès la fin de cette semaine. C'est un reportage d'Anna Rocha. C'est sûrement le coin le plus calme du marché Castor. Très peu de bruit, des va-et-vient mesurés. Arachides, bissap, pain de singe trônent fièrement sous la tente de Sambatiam. Mais à 10 jours du Ngalakh, les clients sont encore très peu nombreux. Bon, à vrai dire, je crois que les gens n'ont pas encore d'argent. Ça marche pas fort. Et pourtant, il y en a beaucoup sur le marché actuellement. Le jeune Magoundiaï se trouve juste à l'entrée du marché. Le détaillant explique que son commerce ne marche pas fort non plus en ce moment. Les clients viennent, mais ils n'achètent pas en grande quantité. C'est compliqué pour tout le monde. Et pourtant, le vieux Mamoun Digel, lui, est serein et optimiste. Au pire, ses fidèles clients répondront présents d'ici la fin de la semaine. Moi, je ne me plains pas trop. J'ai une fidèle clientèle. À chaque Ngalakh, c'est chez moi que ces clients viennent acheter. On attend ce moment avec impatience, nous les vendeurs.
Pâques, il faut le dire, est une aubaine pour ces commerçants. La vente de pain de singe double, sinon triple, et leur chiffre d'affaires avec. Anna Rocha, les producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes ont dénoncé la forte concurrence des producteurs indiens établis au Sénégal. Ils disent en souffrir parce que cela a créé la mévente chez eux. Du coup, ce sont des tonnes et des tonnes de pommes de terre qui pourrissent. Sur le marché, les commerçants ne font pas de différence entre producteurs sénégalais et indiens. Ils estiment que tous sont établis au Sénégal et pour eux, le plus important, c'est que leur production soit écoulée ici. Reportage Nafissa Toussila. La pomme de terre locale commence à inonder le marché. Les prix sont accessibles, mais pour ce vendeur et producteur de pommes de terre, c'est un peu compliqué et pour cause, la pomme de terre produite par les Indiens noie sa production. Ndiagatine établie au marché Castor. Notre production est meilleure que celle des Indiens. Les deux sont différentes. Eux, ils vendent le sac de 25 kg en 3500 et 4000 au champ et entre 5500 et 6000 francs. Ils vendent à 150 ou 175 francs le kilogramme. Pour lui, les producteurs indiens leur font une concurrence déloyale. Nous, certains de leurs matériels seront très chers. Nous vendons les semences et au final, ils vendent moins cher. Ce n'est pas du tout normal avec tous les efforts consentis. Un peu plus loin, dans le parc d'oignons bien fourni en pommes de terre, les sacs s'empilent. Le vieux Baba Carignon, grossiste, lui sait bien faire la différence entre les deux productions et soutient que les consommateurs préfèrent la moins chère. Pour moi, tout est produit au Sénégal. Il y a certes une différence, mais bon, on achète aussi la plus belle production. Moi, je pense qu'il faut même qu'il y ait de la concurrence et les Indiens ont plus de moyens aussi. Mamadou Nguer, grossiste aussi, affirme que le plus important, c'est de vendre, vu que ce n'est pas de la pomme de terre importée. On n'a rien à dire, hein. Tant que ce n'est pas importé, ces Indiens produisent pour les Sénégalais, donc c'est la même chose. Les producteurs sénégalais de la zone des Niayes interpellent les autorités pour une plus grande assistance afin d'éviter des pertes. L'ange s'achemine vers le vote d'une loi à l'Assemblée nationale pour la création du bureau d'information et de crédit. Ce sera demain à l'hémicycle. Le BIC sera un tampon entre le client et sa banque, d'où les craintes des usagers qui pensent que ce bureau pourrait être amené à exiger certaines données personnelles avant d'accorder un crédit pour éviter tout risque. Nos interlocuteurs pensent aux différentes conséquences, surtout financières. Reportage Mohamed Ali Mouba. Assis au bord de la route, Dame attend un bus qui l'amène directement en ville. Ce travailleur d'une société de la place a un prêt dans une banque et c'est peu de dire qu'il a. De cette expérience, il n'en a pas eu que de joyeux souvenirs. Institue alors un bureau d'information et de crédit pour récolter des informations sur l'emprunteur, une bizarrerie de banquier. C'est pas normal. C'est pas normal parce que pour qu'on te prête, tu dévoiles ta vie privée. Donc beaucoup de Sénégalais ne l'accepteront pas. Sincèrement, ils vont perdre beaucoup de clients. Soit ni da nga koy lebal di jël ci moom intérêt avec confiance moom ni mu la wóoloo noonu nga koy wóoloo. Parce que c'est la confiance qui fait bouger les choses, quoi, qui fait marcher la banque. Mamadou Mbodj cire ses chaussures. Les dernières mesures qui devraient entrer en vigueur. Une supercherie de plus pour les banquiers. Mais là, si on me demande d'autres dossiers, là, ça sera compliqué pour moi. Pas d'autant plus que les factures d'électricité. Si c'est la facture de notre maison, par exemple, je peux négocier avec mon père. Il me remet ça. Tu vois. Mais la facture, par exemple, si je loue dans une maison, mais le propriétaire de la maison, il va me dire, mais avec quoi tu vas faire la facture? Les bulletins médicaux, mais avec, tu vas voir quel médecin qui va te faire ça. Mais ça, c'est trop. C'est aberrant. On ne peut pas aller voir un médecin et dire, fais-moi un bulletin médical. Et que toi, tu n'es pas malade. Hein, pour que tu puisses avoir un prêt. Salou Diallo tend l'oreille, il a tout entendu. Il n'est pas d'accord. C'est un peu difficile de donner un prêt à quelqu'un sans demander le bulletin de santé. D'accord? Il y a un petit jeune de 25 ans ou 30 ans, c'est beaucoup plus facile à le donner parce que peut-être il est en bonne santé. On ne sait pas qui va mourir en prêt, mais quand même il faut mettre les choses en avance. Bon, il faut se mettre à la place du banquier. Quand on donne son argent, il faut savoir donner à qui on donne son argent. Le sureur de ce sûr, Yibril, découragé. Il n'a jamais eu de prêt dans une banque.
Non, vraiment, sincèrement, parce que c'est compliqué, quoi. Le taux de bancarisation au Sénégal ne dépasse pas les 21%. De quoi rajouter de la méfiance entre banquiers et population. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. 12h14. Réaction d'un conseiller spécial du chef de l'État suite à la déclaration de Karim Wade. Abdourahmane Ndiaye, c'est son nom, relève des incohérences dans la sortie de l'ancien ministre d'État. Selon lui, Karim Wade confond justice française et justice sénégalaise, d'où les amalgames dans sa déclaration. Abdourahmane Ndiaye, secrétaire national administratif de l'APR, est avec Georges Diop. Juridiquement, c'est un amalgame. Politiquement, c'est une ineptie et formellement, c'est inqualifiable. Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un qui dit qu'il va battre Macky Sall le 24 février et à la fin de sa lettre, il demande aux Sénégalais de lui accorder une majorité. Il a cette majorité ou il l'a pas? Parce que s'il n'a pas cette majorité, il ne battra pas Macky Sall. Alors on ne peut pas demander ce qu'on a dans la main. Juridiquement, il a oublié que, bon, c'est vrai aussi que c'est un Français. Il a oublié que nous ne sommes pas régis par la justice française et qu'il y a un élément qui n'existe pas dans la justice française, c'est l'enrichissement illicite. Ils l'ont dépassé peut-être. Alors, il a été condamné ici et il doit encore au peuple sénégalais de l'argent. Quand à la fin, il dit qu'il veut abréger les souffrances des Sénégalais, j'ai sursauté, parce qu'abréger les souffrances d'un animal ou d'un homme, c'est l'euthanasier ou mettre fin à sa vie pour qu'il ne souffre plus. Il nous promet du sang, il nous promet de nous exterminer, après nous avoir exterminés économiquement. Abdourahmane Ndiaye de l'APR, appuyé Benno Bokk Yakaar en vue de la présidentielle de 2019. Thiès entend jouer pleinement sa partition et c'est pourquoi la coalition des associations et autres mouvements de soutien à Macky Sall a été créée dans la capitale du rail. Babacar Pascal Dione et ses camarades entendent faire face aux adversaires politiques du pouvoir et faire réélire le président Sall en 2019. Pour cela, des actions seront menées sur le terrain. Correspondance à Thiès, Cheikh Anta Diop. Le lancement a été matérialisé par la présence de tous les leaders des mouvements de soutien à Macky Sall et les militants de la paire de Thiès. Une nouvelle unité destinée à mener des campagnes de sensibilisation pour réélire le président Macky Sall. Babacar Pascal Dione, le président de la coalition des associations et mouvements de soutien à Macky Sall. Aujourd'hui, nous avons réuni plus de 15 mouvements et associations qui ont marqué leur adhésion à cette nouvelle structure qui, dès demain, va investir le terrain politique pour contribuer au renforcement de la massification du camp du président Macky Sall. Le mouvement compte, selon le président Babacar Pascal Dione, plus de 8000 membres disséminés dans les communes de Thiès. Pour lui, les mouvements de soutien sont dans l'air du temps, dans la capitale du rail, en perspective de la prochaine présidentielle. C'est Thiès qui doit décocher les premières flèches qui doivent atteindre les adversaires du président Macky Sall. Et l'organisation que nous mettons en place aujourd'hui a justement pour but de décocher ces pour affaiblir ceux qui luttent pour rabaisser notre candidat. Nous serons les premiers obstacles à Thiès. Coalition Benno Bokk Yakaar, qui s'est réunie autour de l'essentiel et qui a assuré la victoire des élections législatives. Je voudrais que l'unité qui a prévalu soit reconduite pour les élections présidentielles de 2019. Pour ce faire, la coalition des associations et mouvements de soutien à Macky Sall compte s'implanter partout dans le département de Thiès pour inciter les militants à s'inscrire sur les listes électorales et à retirer leur carte d'électeur. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le 19 mars 2000, cette date vous dit certainement. Ce jour, le Sénégal avait opéré une alternance politique historique avec la victoire d'Abdoulaye Wade sur Abdou Diouf. 18 ans après, ils sont nombreux à oublier cette date. Et que dire de l'alternance qui avait suscité beaucoup d'espoir? Cette alternance, bien sûr, et la situation actuelle du pays. Déception, selon les citoyens que vous allez entendre. Le Sénégal est loin des changements attendus. Un sujet de Salif Sow. Ce matin, ils sont nombreux à avoir cette réaction. Non, sérieusement, 19 mars 2000, 19 mars 2018, 18 bonnes années. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Après un moment de réflexion, d'hésitation, dans son costume noir assorti d'une chemise blanche, l'enseignant aux lunettes bien ajustées nous replonge au soir du 19 mars 2000. Une soirée d'alternance, la première sous nos cieux. Alternance en 2000, c'était un événement par rapport à la vie politique du pays. C'était
c'était un événement significatif. Assoiffé de changement, l'espoir était permis, l'espoir d'un Sénégal démocratique. Aujourd'hui encore, on a un État qui est centré autour d'une personne. Et ça, c'est pas une démocratie. Dans une démocratie, il y a des contre-pouvoirs. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Contresigner ce que le président a décidé. Quel est le rôle de la justice? Mettre en prison ce que le président veut emprisonner. On n'est pas une démocratie, on n'a pas avancé. C'est le même système, pratiquement les mêmes hommes politiques au sommet du pouvoir, regrette Ahmed Ba. Le problème fondamental de ce pays, ce sont les politiciens. Parce qu'on a l'impression que c'est une race, une espèce grabataire qui est là et qui ne veut pas bouger. Et malheureusement, on a les mêmes hommes qui vont venir. Même pas 1%. La population sénégalaise. Oui, la déception est la chose la mieux partagée. Changement rek laa ko dundee woon di xaar nag lu bari am na yu des li mu doon dundee changé wul. Le Sénégal a connu 2 alternances, 2000 et 2012. Toutefois, changement de régime ne veut pas dire changement de paradigme, dénonce Ndeye. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. La suite de ce journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Sortnana Tambaï. Rebonjour Antoine. Côte d'Ivoire, marche et rassemblement, l'opposition en ordre de bataille. Et cela à quelques jours seulement des sénatoriales. Le front, baptisé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a appelé ses membres à une marche pacifique ce jeudi, l'avant-veille du scrutin. La principale revendication, la réforme de la commission électorale. Adama Anouchkaba. L'actuelle commission électorale indépendante, CEI, est illégitime. Elle ne peut plus organiser une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Ce sont les propos du président de la plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Les élections sénatoriales sont prévues le 24 mars prochain, mais l'opposition se mobilise déjà pour une marche pacifique ce jeudi. C'est pour contester la légitimité de la commission électorale chargée d'organiser ces élections. La plateforme pense que la CEI est attachée au pouvoir ivoirien parce que sur les 17 membres qui la composent, 9 seraient de la mouvance présidentielle ou encore des institutions de la République. Seuls 4 seraient de l'opposition et 4 autres de la société civile. Et c'est de là qu'est partie la suspicion sur l'indépendance de la commission électorale. Les militants de la plateforme d'opposition demandent une réforme pour éviter le risque de nouvelles violences comme ça a été le cas en 2010-2011. Tchad, c'est parti pour plus d'une semaine donc de discussion sur la réforme des institutions. Alors ce forum était une promesse de campagne du président Déby. Les 800 personnes qui vont y participer devront examiner les propositions pour une nouvelle division administrative, de nouvelles institutions et de nouveaux mandats pour le chef de l'État, les députés et les sénateurs. Des institutions comme le Conseil économique et social et la médiature devraient être supprimées. À l'issue du forum le 27 mars prochain, toutes les propositions seront compilées dans un projet de constitution. Certains partis de l'opposition qui jugent inopportune cette rencontre avec les nombreuses grèves l'ont tout simplement boycotté. Retour dans la sous-région ouest africaine en Gambie, le rapatriement en masse de plusieurs ressortissants fâche la société civile. La série a commencé avec plusieurs Gambiens rapatriés des États-Unis il y a quelques jours. La société civile accuse le gouvernement de complicité avec les États-Unis et l'Allemagne qui a aussi expulsé un ressortissant gambien la semaine passée. Des accusations que réfute l'ancien ministre de l'Intérieur et membre de la mouvance présidentielle May Ahmed Fati. Amadou Bari à Banjul. Cette conférence de presse est à la une des principaux journaux du pays ce matin. Le secrétaire général du Gambia Moral Congress, TMC, May Ahmed Fati, membre de la coalition au pouvoir, affirme qu'il serait injuste de blâmer le gouvernement Barrow pour le rapatriement des Gambiens, déclarant que c'est un problème hérité. Il a toutefois déclaré qu'il est de la responsabilité de nouvelles autorités d'agir rapidement, de manière diplomatique, pour défendre les intérêts des personnes expulsées. Le problème, selon Fati, ne concerne pas seulement l'expulsion. En tant que pays souverain, la Gambie expulse également d'autres citoyens. Le seul bémol, c'est la manière dont sont expulsés ses compatriotes. Là-dessus, il exprime sa désapprobation en déclarant qu'ils sont ramenés au bercail comme des animaux. L'ancien ministre de l'Intérieur, limogé au mois de novembre dernier, pour des raisons restées inconnues, a exhorté le gouvernement gambien à engager les États-Unis pour s'assurer que les biens des Gambiens rapatriés soient soigneusement préservés et qu'ils puissent en bénéficier une fois au bercail. Pour rappel, la Gambie compte une importante diaspora. Environ un tiers de la population vit à l'extérieur. Une diaspora source de revenus pour nombre de familles dans le pays.
pays. Amadou Bari Banjoul, Radio Futur Média. Sornanata, le Nigeria a décidé de suspendre sa participation à l'accord de libre-échange de l'Union africaine. L'un des plus grands syndicats du pays a fait part de son désaccord, ce qui a motivé cette décision du président Muhammadu Buhari. Des entreprises déclarent n'avoir pas été consultées. Le traité qui doit être discuté à Kigali vise à intégrer les 54 pays dans une zone de libre-échange commerciaux. Fatoussi. Le président nigérien, Muhammadu Buhari, qui devrait se rendre à Kigali au Rwanda, a créé la surprise en annulant son déplacement où il devait signer ce traité de libre-échange et assister à l'inauguration du sommet. Ce traité consistera à intégrer les 54 pays africains dans une zone de libre-échange commerciaux et doit regrouper à terme les zones régionales. Selon un communiqué de la présidence, le chef d'État a annulé son voyage pour cet événement parce que certains actionnaires nigériens ont fait savoir qu'ils n'ont pas été avisés. La décision du président va permettre de donner plus de temps aux consultations. Le secrétaire général du Nigeria, Labour Congress, ajoute que les membres ont demandé au président de ne pas signer le traité à Kigali ni nulle part ailleurs, car ils sont choqués par le manque de consultation dans ce processus. Premier producteur de pétrole brut sur le continent, le Nigeria était encore première économie en Afrique avant la chute du baril en 2016. Avec une population de quelques 190 millions d'habitants, le Nigeria est un marché gigantesque. À cet effet, le retrait au dernier moment du Nigeria est un coup dur pour l'Union africaine, qui veut mettre en place ce projet discuté depuis 2012. Terminons avec l'Égypte, Antoine. L'armée poursuit ses opérations dans le Sinaï. 36 terroristes et 4 soldats ont été tués au cours des 5 derniers jours. Les forces de sécurité soupçonnent l'État islamique de vouloir installer un nouveau foyer dans le Sinaï après leur défaite en Irak et en Syrie. Merci Sornanata pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Meurtre et assassinat, problème de papier, défaut d'assistance consulaire. Point de vue aujourd'hui, c'est sur les difficultés que vivent les Sénégalais de l'extérieur. Le débat du jour, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Antoine. Ligue africaine des champions après la défaite, l'élimination de Génération Foot, l'heure est au bilan. Oui, l'heure est au bilan sur le plan tactique et technique. Donc pour cette compétition africaine, l'équipe de Génération Foot éliminée ce samedi par le Oroya AC. Selon Abdou Gueye, coach formateur au niveau de la petite catégorie et membre de la commission donc des encadreurs des écoles de football, les joueurs de Génération Foot ont pêché d'abord sur le plan du manque de l'expérience, mais également sur le plan du niveau de jeu, puisque les Guinéens étaient physiquement plus aptes que les joueurs sénégalais. Abdou Gueye, que nous avons joint ce matin au téléphone. Au vu du match, nous avons pu constater effectivement qu'il manquait beaucoup plus de maturité à cette équipe de Génération Foot pour pouvoir venir au bout de son adversaire. Nous avons pu constater effectivement une certaine impuissance par rapport à cette équipe guinéenne qui a eu à faire preuve de maîtrise collective. Le jeu était plus du côté de Oroya que du côté de Génération. En fait, c'est tout simplement la jeunesse qui en fait a fait défaut, et que pour pouvoir par exemple faire des confrontations au niveau continental, il faut encore un peu plus d'expérience, et un peu plus d'expérience, cela veut dire que ça demande encore à ce que la Génération Foot quand même puisse permettre à ces jeunes-là de se confronter à la compétition internationale. Et je crois bien que les 2 ou 3 ans qu'ils ont eu à faire au niveau de ces compétitions continentales leur permettra l'année prochaine peut-être, ou bien dans quelques années, de pouvoir quand même surmonter cela. Et je crois bien que les ambitions des clubs guinéens est encore un peu au-dessus des nôtres, puisque ce sont des équipes, des clubs qui ont pour ambition des compétitions africaines, contrairement à nos clubs qui ont eu depuis un certain temps des difficultés pour accéder à ces phases compétition continentale. Comment les Sénégalais analysent les échecs à répétition des équipes sénégalaises donc en compétition africaine? Certains indexent le manque de moyens, d'autres pensent que la différence de niveau sur le plan tactique sont autant d'éléments à prendre en compte pour franchir ces caps et aller en phase de poule. Fatoussi a fait un reportage ce matin. Après l'AS Douanes et l'US Gorée, le Oroya AC élimine une fois de plus le représentant du Sénégal en Ligue des champions africaine.
Tombeur de Génération Foot en 6e de finale, Aliou Diallo, guinéen de nationalité, explique cette domination par une différence de niveau. Déjà niveau championnat beaucoup quoi. Le championnat guinéen est plus relevé. Avec Oroya, on a des joueurs du Sénégal, du Burkina, du Ghana. Donc c'est une équipe internationale avec des joueurs de qualité. C'est pourquoi on gagne. Samba, menuisier de son état, estime que la différence au niveau des joueurs est frappante. À cela s'ajoutent les moyens financiers injectés dans les deux championnats. Oui, c'est vrai. Si on va là-bas, ils nous battent. S'ils viennent ici, ils gagnent. Donc franchement, il faudrait l'admettre. Oroya AC est meilleur que les clubs sénégalais parce qu'ils ont plus de moyens. Pour Ousmane, un amateur de football rencontré à la Médina, le niveau du championnat local et la faiblesse des moyens financiers des clubs sénégalais sont autant d'éléments qui peuvent justifier les échecs à répétition des équipes sénégalaises en compétition africaine. Vous savez, un joueur qui perçoit 200 000 et celui qui perçoit 1 million, le rendement sur le terrain n'est pas le même. La différence financière, mais également l'encadrement et l'environnement du club, c'est souvent ce qui fait la différence. Donc nous aussi, on doit travailler sur ce plan. Depuis 2004, avec la Jeanne d'Arc de Dakar, les équipes sénégalaises n'arrivent pas à céder à la phase de poule de la Ligue des Champions. Des échecs à répétition qui méritent une profonde réflexion pour inverser cette tendance. À noter, Antoine, que Génération Foot va continuer en compétition africaine, même si elle est éliminée de la Champions League. Elle va donc jouer un match de barrage pour intégrer la phase de poule de la Coupe CAF football au niveau local, avec la suite et fin de la 16e journée de la Ligue 2 sénégalaise. 2 rencontres sont au programme cet après-midi. Le Duc joue contre Kayor Foot Pro. Port défie l'équipe de Diamono Fatigue au classement. Pékin, Renaissance et Gorée sont sur le podium en bas de tableau. On retrouve Ndarguet et Kayor Foot Pro. Le basket, Madiop Ndiaye, présélectionné donc pour les All-Star Games en France. L'ancien joueur de Saltigué qui évolue en première division française depuis 2-3 ans a été donc présélectionné par les responsables du basketball français pour jouer les All-Star Games, occasion saisie par le joueur pour faire le point sur sa carrière en France, mais également se prononcer sur une éventuelle présélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Madiop Ndiaye que nous écoutons. C'est le fruit d'un travail collectif avec mes coéquipiers et toutes les staffs de Dietveuze. Depuis que je suis venu dans ce club, les dirigeants m'ont donné entièrement confiance pour me laisser s'exprimer sur le terrain et faire des performances. Donc aujourd'hui, si je parviens à figurer sur cette présélection, c'est en grande partie grâce à leur soutien. Madiop, est-ce que avec vos performances en championnat, vous pensez à l'équipe nationale et êtes-vous prêt à venir répondre à l'appel de la sélection si le sélectionneur vous convoque? Pour le moment, je suis dans mon coin et je travaille. Mais si toutefois on fait appel à moi, je n'hésiterai pas à venir défendre les couleurs de mon pays. Ce sera d'ailleurs un honneur pour moi de porter le maillot de mon pays. Et j'en profite également pour remercier mon club formateur Saltigué. Si j'en suis arrivé à cette stade, c'est grâce à eux. Et c'est le moment de remercier toute la population rufisquoise. Rufisque, il est passé donc en France et il fait partie des meilleurs pivots de la première division française, Antoine. Reprends bien. Saltigué de Rufisque. Saltigué de votre micro était fermé par le technicien. De Saltigué de Rufisque, voilà. Oui, merci. Voilà. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Une affaire de vente de drogue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est un des faits qui ont marqué l'actualité la semaine écoulée. Notre chroniqueur s'en est inspiré pour livrer cette réflexion. Abdoulaye Sissé. C'est connu, les cocus sont toujours les derniers à découvrir les goujateries de leurs conjoints ou conjointes. À voir comment les autorités de l'université, notamment les responsables du campus social et de l'hébergement étudiant, ont joué les vierges effarouchés, montre à tout le moins qu'ils devraient être les seuls à ne pas savoir que l'espace du campus social est à l'image de tout espace et lieu de vie de notre société. Qui s'étonne encore qu'on fume de l'herbe dans une chambre d'étudiant de la même façon qu'on va rouler un joint entre deux gardes à l'hôpital? Qui s'étonne qu'on se chute à des substances prohibées entre deux séances de révision dans les allées du temple du savoir, de la même façon qu'on va se piquer un club privé?
Qui ne se doute pas que le besoin de consommation a certainement provoqué la nécessité de commerce, pour ne pas dire le trafic de drogue, à l'université, de la même façon qu'un apprenti car rapide va chercher à s'approvisionner à Petersen ou qu'un VIP adepte de la poudre va chercher à se faire livrer sa cam chez lui ou au bureau. Qui peut nier que dans certains métiers comme celui de vous servir, dans les salles de rédaction donc, on sniffe la poudre, on roule un pétard, on avale des cachets aux vertus détournées. Je le confesse tout de même, je n'en ai jamais été personnellement témoin. Mais c'est sûr, ça doit exister dans nos rédactions de la même façon qu'il existe des policiers accros à quelque chose, des magistrats qui peuvent tirer sur les scellés avant de les consigner. Ça existerait, que cela ne surprendrait personne. Attention quand même, dans tous les cas, cela ne peut pas être la norme de la normalité. Notre propos est surtout pour s'étonner que les responsables du campus social veuillent désormais violer l'intimité des dizaines de milliers d'étudiants propres dans tous les sens en les soumettant à des fouilles inopinées de leur chambre. C'est encore une réaction épidermique, très politicienne qui ne propose pas de solution efficace. Même les fouilles inopinées ou à l'improviste dans les lieux de privation de liberté n'empêchent pas le trafic et la consommation de produits illicites dans ces prisons, demandez aux matons. Jeter la suspicion sur tout un ensemble par la faute de 2 pelés et 3 tondus égarés, serait une solution de facilité qui ne résoudra absolument pas le problème. Et d'ailleurs, on voudrait réchauffer davantage le climat social et placer le campus dans une situation de tension permanente qu'on ne s'y prendrait autrement. On ne serait pas loin de penser que ces fouilles inopinées puissent donner lieu à des méthodes de barbouze, un petit cornet glissé par-ci par les fouilleurs pour être mieux découvert dans la chambre des crânes d'œufs des mouvements étudiants. Quand une enquête de police pour une raison ou une autre devra mener les limiers dans le campus, les policiers sauront faire et en notre connaissance, cela n'a jamais posé de problème. De là à penser violer les franchises universitaires et violer l'intimité des résidents, il y a un pas qu'il faudra se garder de franchir. Après tout, un bailleur, fût-il un bailleur social, ne peut pas exiger de ses locataires de devoir s'ouvrir et montrer leur intérieur. Le campus, heureusement, n'est pas encore ce milieu interlope où on ferait peser la suspicion sur la tête de chaque étudiant. Les méthodes et moyens de la police peuvent bien servir plus efficacement à autre chose dans notre société. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. Encore lui. Karim Wade se signale à nouveau à travers une déclaration. Cela fait suite à la décision de la Cour d'appel de Paris rejetant la demande de confiscation de ses biens présentés au nom de l'État. Les journaux se font l'écho des cris de victoire de l'ancien ministre d'État et fils d'Abdoulaye Wade. Karim Wade a indiqué que partout où sa cause a été entendue par un tribunal impartial, le droit et la vérité ont été opposés à Macky Sall, anéantissant ses rêves de se débarrasser de l'adversaire politique que lui, Karim Wade, se dit être. Conséquence du Qatar, Karim affirme sans embâche et ses propos sont mis en exergue par Vox Populi, Direct Info, Le Quotidien, Les Échos, mais également L'Observateur. Selon Karim Wade, Macky Sall doit se rendre à l'évidence et se résoudre à l'affronter. Et le cas échéant, le candidat du Parti démocratique sénégalais est sûr de sa victoire. C'est en tous les cas ce que l'on retient à la lecture de son affirmation à la une de Tribune. Je battrai Macky Sall en 2019. Conclusion du journal Le Quotidien, Karim défie Macky. Et Idrissa Seck. Les Échos indiquent que le patron du parti Rewmi appelle le président à défendre les intérêts du Sénégal, pas ceux de la Mauritanie. Le journal Les Échos, comme l'Observateur, rapporte ses propos selon lesquels Macky Sall doit se souvenir qu'il n'est pas le sous-préfet du président Aziz. L'ancien premier ministre était à Saint-Louis, au chevet des familles affectées par l'avancée de la mer et a échangé avec elles sur l'accord de pêche que le chef de l'État envisage de signer avec la Mauritanie. Selon le journal, il a invité le président de la République à plus de fermeté. Karim Wade par-ci, Idrissa Seck par-là. Des attaques donc de toutes parts contre le chef de l'État. Et l'Observateur parle d'un Macky Sall pris en étau et dire que la crise dans le monde scolaire ne lui facilite pas la tâche. À ce propos d'ailleurs, Sud Quotidien souligne que État et syndicats rament à contre-courant. Le journal rend ainsi compte des négociations de vendredi dernier. Rend
rencontre qui s'est terminée sans aucun compromis. Selon Sud, le montant sur l'indemnité de logement bloque toujours les discussions. L'État propose une augmentation de 15 000 alors que les enseignants exigent un relèvement de 40 000 francs échelonné entre 2018 et 2019. Alors, cet échec des négociations entre gouvernement et enseignants a provoqué une guerre des mots que rapporte Enquête. Guerre des mots entre tenants du régime et syndicalistes. Le directeur de cabinet du président de la République met encore les pieds dans le plat. Omar Youm confie à Enquête qu'ils n'ont pas que l'indemnité de logement à satisfaire. Quant à Pape Maël Thiam, administrateur de l'APR, il déclare qu'avec l'approche de la présidentielle, c'est une période de chantage et de forcing. Et Ndongo Sarr du QCM semble répliquer que le gouvernement n'a pas pris la juste mesure des choses. Cette information rapportée par le journal LAS, Maître Kabibel Diouf déshabillé. Il ne va plus enfiler sa robe d'avocat. Plus clairement, il est radié du barreau parce qu'épinglé pour la énième fois pour abus de confiance. Selon LAS, la procédure qui lui a valu une radiation concerne une affaire de vente de maison qui l'oppose à la veuve de l'ancien ministre socialiste Papa Babacar Mbaye, à qui il a grugé 62 millions de francs CFA. À la une de Source A, le bilan des 100 jours d'activité de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne. 4000 vols, 378 000 passagers, 1001 difficultés. 1001 difficultés du fait de l'inexistence d'espace d'attente pour les voyageurs et les visiteurs, la cherté de la tarification des chariots à 500 francs CFA, l'inactivité des agences de voyage toujours pas opérationnelles à l'exception de Air Ivoire, la cherté des restaurants et espaces de rafraîchissement et l'éloignement de l'aéroport. Source A informe que ce samedi seulement, les passagers étaient assis à même le sol, faute d'espace d'attente. Et l'on parle du crash du Mi-17 de l'armée. La levée de corps des militaires morts, c'était samedi. L'hommage du chef des Diambars aux disparus, c'est le titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Selon mon confrère, Macky Sall était aussi au chevet des rescapés à l'hôpital principal. Et l'Observateur, dans sa livraison du jour, relaie les récits jugés glaçants de rescapés du crash. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Meurtre et assassinat, problème de papier, défaut d'assistance consulaire, point de vue sur les difficultés que vivent les Sénégalais de l'extérieur. C'est le débat du jour et nous avons deux intervenants en ligne. Le député sénégalais de l'extérieur, des Sénégalais de l'extérieur, Damso. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, c'est Dembasso. Dembasso, c'est bien Dembasso. Excusez-nous. Sorik Kaba, vous êtes le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. En ce moment, vous vous trouvez en Espagne pour apporter assistance aux Sénégalais en détresse suite à la mort de compatriotes. Alors, oui, c'est le cas. Oui, honorable député Dembasso, les Sénégalais de l'extérieur, avec toutes leurs difficultés, pourquoi ils rencontrent tous ces problèmes? Dame, merci de l'invitation. D'abord, je m'incline et je salue leur mémoire. Je présente toutes mes condoléances les plus attristées à toutes les familles, à tous les Sénégalais. D'où que les Sénégalais puissent avoir des difficultés jusqu'à y perdre leur vie. M'associer à la douleur et... En même temps, les difficultés sont inhérentes au fonctionnement du monde. Vous savez, le monde est en crise. On a toujours tendance à dénoncer ou à indexer l'autre comme responsable de tous les maux de la terre. Mais ceci dit, aller jusqu'à attenter à la vie des gens simplement parce qu'ils sont noirs ou étrangers, aucun homme, aucun être humain ne peut ne pas être scandalisé par cela. Et nous le sommes tous. Donc pourquoi ces difficultés, Antoine? Oui. C'est lié à cela, c'est lié aux difficultés économiques, c'est lié à la crise du monde, c'est lié à une crise identitaire, c'est lié à beaucoup de choses. Maintenant, il faut que nous soyons solidaires de nos compatriotes et voir comment on peut les protéger là-bas, ou comment on peut même organiser, arrêter l'immigration, faire en sorte que les gens puissent rentrer. Tout ça, c'est un processus. Parce que maintenant, il faut revoir complètement. Et vous, en tant que député des Sénégalais de l'extérieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous êtes élu également pour être, disons, aux côtés de ces Sénégalais en détresse, ou qui ne sont même pas en détresse, qui ont besoin d'être aidés, appuyés. Du nord du centre-est, je réside en France. Oui. En fait, le mal d'où ils viennent est un mal qui nous concerne tous. Alors, mon rôle en tant que député, si c'était par exemple en France, là, on a un député qui est de l'Italie, parce que là, il y a le directeur général des Sénégalais qui s'est rendu sur place, il y a l'ambassadeur, il y a le consul, donc il y a assistance des responsables de l'État par rapport à ces familles pour les aider dans leur démarche, pour les aider dans les papiers, voire même pour le rapatriement des corps pour faire se défendre. Maintenant, le député que je suis, on aurait été ici, évidemment, je voulais arrêter le
Papis Kaba, que je salue, ou le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes dans l'assistance à nos compatriotes. Nous prenons en considération leurs difficultés, leurs revendications que nous essayons de porter à l'Assemblée nationale. Très bien, merci. Je vous reviens tout à l'heure. Alors, Sori Kaba, j'ai parlé des difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Pourquoi autant de difficultés? Merci beaucoup. Merci Antoine. Je voudrais d'abord saluer l'honorable député Demba Sow et à sa suite présenter également mes condoléances aux familles éplorées suite aux 2 décès que nous avons enregistrés successivement en Italie et en Espagne. Et au-delà des familles, à tout le peuple sénégalais, parce que quand un compatriote perd la vie à l'étranger, c'est tout le peuple qui est en émoi, c'est tout le peuple qui est attristé. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que nous avons constaté que c'est le président de la République lui-même, au premier chef, qui a été le premier à pointer du doigt ce qui est advenu afin que nos compatriotes puissent perdre la vie à la suite du seul fait qu'ils étaient à la recherche d'un bien-être pour eux et pour les membres de leur famille. Et ensuite, le ministre des Affaires étrangères lui-même, depuis l'étranger, a condamné avec les mots et toute la force nécessaire, au point même de demander à ce que l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal soit convoqué afin qu'une note verbale de protestation au nom du gouvernement du Sénégal puisse lui être remise à toute fin utile. Cela se fera quand? Comment? Ça se fera quand? Non, il a été déjà reçu au ministère des Affaires étrangères. Oui. C'est déjà fait. Alors, et à la suite de tout cela, il m'a mis en mission sur instruction du président de la République pour que je puisse venir en Espagne afin de rencontrer nos compatriotes, de rencontrer les autorités locales, discuter avec eux pour que plus jamais cela ne se répète. Vous y êtes actuellement? Oui. Vous y êtes actuellement. Comment la situation se présente? Comment la situation se présente? J'y suis actuellement. Je pense que tout est calme. Nous avons pris rendez-vous avec nos compatriotes pour les rencontrer au nom du ministre, au nom du président de la République, avec le consul général et l'ambassadeur, les parler, discuter avec eux, pour qu'ils comprennent que seul l'État du Sénégal produit 800 passeports à l'étranger à travers 8 centres de production de passeports à raison de 100 par jour. Aucun État ne le fait au monde. Seul le Sénégal le fait. Seul le Sénégal dispose d'une caisse d'aide au secours des Sénégalais en sinistre, en précarité. Très bien. Qui permet à chaque fois que de besoin de solliciter cette caisse pour apporter toute l'assistance requise nécessaire. Et pour rappel, notre compatriote qui est aujourd'hui condamné à mort en Arabie Saoudite, les honoraires de l'avocat ont coûté à l'État plus de 40 millions. Voilà, 40 millions à l'État du Sénégal. Et c'est cette caisse qui a été à l'origine de la prise en charge des honoraires de cet avocat-là. Et c'est le même principe qui prévaut à chaque fois que de besoin pour que nous apportions toute l'assistance requise à travers nos postes diplomatiques et nos postes consulaires. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui quand nous aurons fini de rencontrer nos compatriotes ainsi que les autorités à Madrid. Vous restez en ligne. Je reviens à vous justement pour, disons, aller plus loin par rapport à cette question d'assistance aux Sénégalais de l'extérieur. Mais pour terminer rapidement avec l'honorable député Demba Sow, est-ce que vous avez réellement senti l'assistance de l'État au Sénégal de l'extérieur? L'État apporte-t-il assez d'assistance, en d'autres termes, au Sénégal de l'extérieur rapidement? Antoine, pour parler de la France où je suis depuis 43 ans et je suis au consulat pendant 5 ans, je peux vous dire que les choses se sont considérablement améliorées. L'ambassadeur, le consul, la vice-consul, moi-même, chaque fois que de besoin, chaque fois qu'il y a eu un événement tragique pour nos compatriotes, soit l'un de nous y est, soit nous y sommes tous ensemble. En tout cas, au niveau de la France, le maximum est fait pour apporter assistance, même si c'est en cas de disparition naturelle, en cas de détresse, comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur Kaba. Que ce soit, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, les problèmes que nos compatriotes rencontrent, ils viennent soit au consulat, soit à l'ambassade, soit aussi par le biais des associations, parce que nous sommes tous regroupés en association, par Daïra. Nous sommes structurés et organisés de telle manière qu'aucun compatriote, même ceux qui sont en prison pour de longues peines, nous faisons en sorte qu'ils puissent les purger au Sénégal. Sincèrement, beaucoup de choses se sont améliorées depuis, au niveau de l'Espagne, de l'Italie, comme j'ai souvent de le dire, on ne peut pas développer ici, parce que c'est très long. C'est une immigration nouvelle, ce n'est pas le même contexte que la France. Vous savez, nous avons des liens historiques avec la France. Mais ces pays-là, c'est nouveau, ce n'est pas les mêmes sociologies, ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas les mêmes peuples. Mais
La preuve, la présence de l'ambassadeur en Espagne en est une. Et même à chaque fois que nous besoin, si un problème arrive, il faut que nos autorités soient immédiatement sur les lieux, apportent le soutien aux familles. Très bien. Comme c'est le cas en ce moment, et c'est installé. Merci, honorable député Demba Sow, député des Sénégal de l'extérieur. Monsieur le directeur général des Sénégal de l'extérieur, on termine avec vous. Vous étiez en train de dire ce que l'État a fait pour les compatriotes qui vivent à l'étranger. Pourtant, on entend beaucoup de critiques vis-à-vis de l'État, problème de papier parce que l'État ne s'est pas correctement acquitté de ses devoirs, défaut d'assistance consulaire. Quand vous entendez de telles critiques, qu'est-ce que vous répondez en résumé? Ce que je réponds, c'est que très souvent, je la considère comme de la critique facile. Parce qu'au même moment où on critique des défauts d'assistance ou de documents administratifs convenables, à côté, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, leurs ressortissants reviennent dans leur pays, au sein de leur ministère de l'Intérieur, pour disposer d'un passeport. Eux, ils se déplacent au niveau de leur consulat pour en disposer. Même si par ailleurs, il y a des difficultés qui sont inhérentes à tout processus, comme l'a dit tout à l'heure Demba Sow, il est toujours bon aussi de s'arrêter un moment et de voir ce qui se fait ailleurs. Donc des efforts considérables sont fournis. En termes d'assistance consulaire, je vous rappelle que c'est des conventions par lesquelles tous les États qui acceptent la signature de ces différentes conventions sont systématiquement liés. Et je fais allusion à la convention de Vienne, qui fait que quand un compatriote est arrêté et que sa nationalité sénégalaise est avérée, il est systématiquement informé, de par son consulat ou son ambassadeur, qui viennent systématiquement aussi lui apporter assistance. Mais très souvent, quand l'ambassade ou le consulat se présente, ce Sénégalais supposé être Sénégalais dit qu'il ne l'est pas. Parce qu'il penserait que, au regard des démêlés qu'il a avec la justice, systématiquement qu'il sera reconduit à la frontière. Et souvent, ce sont ces difficultés à la source qui nous amènent beaucoup plus de problèmes. Juste pour dire que ce que l'État fait, il le fait au nom de la République, il ne le fait pas au nom d'un parti. Donc, il est bon que les gens se critiquent, mais qu'ils ne critiquent pas au nom d'un parti, mais qu'ils critiquent au nom de la République. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut être impartial et voir les choses en face. Très bien, merci. D'autant plus qu'on ne se cache de rien du tout. Tout se fait au niveau des ambassades. Et ce que j'ai dit à propos des passeports, c'est 8 centres de production qui existent à travers le monde. Merci. Et l'objectif, c'est d'en ouvrir dans tous les postes diplomatiques pour que les Sénégalais ne puissent pas souffrir de ces difficultés administratives. Merci. Nous avons compris l'essentiel. Sori Kaba, vous êtes le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. C'est fini pour Au Point de Vue. Vous vous trouvez actuellement donc en Espagne. C'est la fin de cette édition. D'abord, cette information avant le rappel des titres. Refusé encore sans vie, retrouvé à Guimourid. Un enfant âgé de 2 ans et 6 mois enlevé depuis jeudi dernier. L'identification est faite et les proches de la famille ont confirmé qu'il s'agit bien du corps du jeune Serigne Fallou Diop. La police a quadrillé les lieux en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le rappel des titres. Le G6 réclame l'implication du président de la République pour la résolution de la crise scolaire. Les syndicats d'enseignants et le gouvernement n'ont pas encore trouvé un accord sur l'indemnité de logement. En politique, la déclaration de Karim Wade vue par un conseiller spécial du chef de l'État, Abdourahmane Diaye, parle d'amalgame et d'ineptie. Élection présidentielle de 2019 qui sonne la mobilisation. Le camp présidentiel vient de mettre en place la coalition des associations et mouvements pour la réélection de Macky Sall. Cette coalition promet aussi de faire face aux adversaires du pouvoir. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Alindia, ses réalisations El Hadj Ndiogou Diène et Daouda Diouf. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.